Salut Céline, bonjour à toutes. Bonjour et merci de me rejoindre pour ce live qui va être en duo avec Millet Women Care, donc une marque de produits dédiés à l'équilibre hormonal et au bien-être de la femme. Voilà, on va pouvoir commencer. Super. Hop. Je pense que c'est Caroline qui va nous rejoindre. Donc, on va parler effectivement du microbiote. Bonjour Hello Caroline. Céline, ravie de te rejoindre. Bah écoute, moi aussi, je suis ravie effectivement qu'on puisse faire ce nouveau live ensemble. Et merci pour ce sujet parce que tu vois, on a eu plein de commentaires. Je pense que c'est un sujet dont on parle trop peu. Tu as fait beaucoup de posts sur le microbiote vaginal récemment et c'est vrai que c'est très bien de le mettre en lumière parce qu'on parle beaucoup de la flore intestinale et beaucoup de choses et trop peu de ce sujet. Et nous, on a beaucoup de personnes que ça intéressait, voilà, de t'entendre parler aussi autour de tes recherches sur le microbiote. Et je pense que c'est un sujet clé pour l'équilibre intime. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que, alors, moi je le vois aussi beaucoup dans les rendez-vous, hein, le nombre de femmes, et ça doit remonter chez vous aussi, hein, mais qui souffrent effectivement de mycose, de vaginose, de sécheresse vaginale de manière générale. Un sujet tabou, puisque forcément touchant à l'intime, on n'ose pas forcément en parler Ouais. facilement aux médecins, aux gynécologues, parce que des fois, bah, ça nécessite entre guillemets un examen, et c'est vrai qu'on rechigne toujours un petit peu à se faire examiner à ce niveau-là. Donc effectivement, l'idée pour moi, c'est voilà, de mettre un peu en lumière tous ces sujets. Et Mhm. dans ce cadre-là, comme je sais que voilà, vous avez développé un produit, d'ailleurs, que j'ai ici pour le coup, puisque moi, je l'ai à la maison. Et l'idée, c'était voilà, d'expliquer un petit peu tout ce qui comment dire, entre en ligne de compte sur ce sujet de l'hydratation intime. Moi, je voulais aussi préciser que ça ne se limite pas à la ménopause, puisqu'il y a plein de périodes de la vie d'une Complètement. femme et on va en Ouais. parler. Voilà, alors déjà, est-ce que tu peux présenter un petit peu Oui, Millet pour les personnes, par exemple, qui ne connaissent oui, pas tu as la raison. marque? J'oublie toujours de le faire et je te remercie beaucoup pour l'invitation. Donc Millet, c'est effectivement, ça correspond tout à fait à ce que tu dis. C'est une gamme qui s'est développée sur le constat qu'il y avait des tabous féminins qui étaient trop peu explorés, souvent trop peu identifiés par les femmes elles-mêmes. Et la sécheresse vaginale ou l'inconfort intime, on est pile poil dedans. Et en fait, de se rendre compte, voilà, donc moi j'ai des personnes qui m'ont approché, parce que ça fait 15 ans que je suis dans le bien-être et la beauté, donc je passais voilà, par Caudalie, beaucoup de marques naturelles et bio. Et en fait, quand des amis sont venus me voir, notamment pour des problèmes de sécheresse intime, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien que je me serais appliqué moi-même sur le marché, en screenant les Distinky. Alors comme tu le sais, j'ai ma petite névrose des perturbateurs endocriniens notamment qui est un sujet extrêmement complexe niveau formulation. Et je me suis retrouvée face à deux types de formules, en fait. Soit des formules extrêmement basiques, soit des formules vraiment pas du tout clean, en fait. Et donc potentiellement perturbatrices. Et ça, on en reparlera parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent avec des impacts notamment sur la fertilité et d'autres choses. Et donc Millet, c'est vraiment parti de ce constat en se disant c'est dingue, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés aux hormones ou des problèmes de tabous liés à l'intimité qui ne sont pas bien traités aujourd'hui. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre voilà, le sujet en main et travailler avec des experts engagés pour les femmes. C'est notamment pour ça qu'on te rencontre en partie, mais aussi beaucoup voilà, de gynécologues, d'endocrinos. On a essayé d'avoir un spectre d'experts large et de communiquer avec les femmes qui avaient ce type de problème et les experts pour voir où le bas blessait et comment il fallait développer les produits les plus complets possibles. Pour la petite intro. C'est vrai que c'est important parce que comme tu le soulignes très bien, il y a plein de produits et moi je vais faire une série de lives aussi. Là, on parle de l'hydratation intime, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a les préservatifs, les protections menstruelles, tout ça, c'est des lives que je vais aussi porter dans les prochaines semaines. Qu'on s'applique sur des zones qui sont quand même assez vascularisées, en tout cas. Hyper Voilà. sensible. Les muqueuses, surtout, c'est extrêmement sensible. Ça absorbe beaucoup plus que d'autres endroits. Tout à fait. Tu as raison. Et c'est vrai que moi, je considère aussi qu'il y a beaucoup de femmes, pour le coup, qui ne se sentent pas concernées par ça. Alors qu'en fait, parce que souvent c'est cantonné à la ménopause, c'est vrai que c'est un sujet, on dit Ah ménopause, ouais. en général on pense bouffée de chaleur et sécheresse intime, Mm. alors qu'au final, il y a plein de moments de la vie d'une femme où on peut avoir ce genre de problématique. Est-ce que toi tu peux nous en citer quelques-uns? Ouais, bien sûr. Bah, c'est très intéressant parce que justement, quand on s'est rapproché des femmes et des experts,
Nous, au début, on s'était plutôt lancé en disant, bon, bah, tout ce qu'il y a autour de la préménopause, etc., c'est trop mal abordé. Et en fait, en abordant les symptômes les plus courants, donc dont la sécheresse intime, on s'est rendu compte que ça touchait énormément de femmes, et pas que la sécheresse intime, il y a beaucoup d'autres choses liées à l'intimité, avant en fait 40-50 ans, donc bien avant la ménopause. C'est une femme sur 6 avant 50 ans et une femme sur 2 à partir de 50 ans. Et encore, ce sont des chiffres officiels qui sont apparemment sous-estimés, d'après ce que nous disent les sages-femmes et les gynécologues. Donc les principaux moments, très souvent, le premier déséquilibre, alors ça peut venir après un choc psychologique, ça c'est quelque chose de récurrent qu'on a entendu, mais aussi après un premier bébé, notamment après une épisiotomie, c'est extrêmement fréquent de souffrir de sécheresse vaginale parce que juste le milieu est un petit peu déséquilibré. Et également après, suite à des problèmes alimentaires, des femmes notamment qui ont des problèmes, tu vois, d'anorexie ou de choses comme ça, il y a très souvent, c'est très souvent lié avec une acidose vaginale et d'autres choses notamment. Donc, c'est les phases les plus fréquentes après un bébé, on va dire, après un choc psychologique ou après un traitement. Quand tu as des traitements antibiotiques aussi sur le long La cours, clé aussi, ouais. on a beaucoup parlé du lien entre antibiotiques et flore intestinale. Bah, il y a un lien aussi très très clair entre antibiotiques et flore vaginale, puisque de la même manière, ça va forcément balayer un petit peu les bonnes bactéries et empêcher la diversité aussi de la flore vaginale. Donc, il y a aussi des problèmes sur des traitements hormonaux ou antibiotiques au long cours qui peuvent venir perturber la zone. Donc Ouais. voilà. Et puis après 50 ans, c'est vrai que malheureusement, c'est vite une femme sur deux parce que ça, c'est la baisse oestrogénique qui entraîne des modifications. Et selon, encore une fois, l'hygiène de vie, ce qui est magique avec le corps, c'est qu'on se rend compte que quand on le prend à temps, bah, finalement, il y a beaucoup de choses où le corps peut revenir à son état d'équilibre et redémarrer. C'est vraiment, voilà, le corps va se focaliser sur là où on s'y intéresse, en fait. Donc, ce qui est très important pour la zone intime, c'est de pas trop laisser traîner la situation parce que ça peut aboutir à des phénomènes vraiment d'atrophie vaginale. Et tout ça est un espèce de cercle vertueux ou vicieux parce que finalement, si on laisse traîner une sécheresse vaginale au début, ça peut être une sensation très diffuse, tu vois, ça peut être des douleurs pelviennes, ça peut être, nous, on avait beaucoup de filles qui nous disaient, bah, avant les règles, on n'a pas parlé de ce moment de vie, avant les règles, qui disaient, c'est bizarre, à ce moment-là, je porte moins de jeans serrés, je me sens un petit peu moins bien, tu vois, dans mon intimité, ou tiens, j'ai des petites douleurs sexuelles à ce moment-là, justement, pendant les rapports. Et en fait, en disant, mais c'est fou, j'ai testé, mais je me rendais pas compte que c'était ça, parce que c'est difficile, une sécheresse sur la peau du visage on l'identifie tout de suite. Une sécheresse intime, au début, c'est diffus. Et après, ça peut devenir très handicapant si on laisse la situation se détériorer, parce que ça ouvre effectivement une potentielle atrophie, tu vois, des rétractations des tissus, donc ça devient de plus en plus douloureux. Puis après, c'est la porte ouverte à plus d'infections, à plus de choses. Mais effectivement, j'ai tendance à dire que quand on sent qu'on a un petit inconfort, même diffus, ou alors, comme tu disais, des vaginoses ou des mycoses qui reviennent à des moments précis du cycle, c'est un signe d'alerte, de Tout à déséquilibre. fait. Mm. Tout à fait. Et c'est vrai que pour comment dire, resynthétiser un petit peu ce que tu as dit, c'est vrai que souvent on va retrouver ça à des périodes de déséquilibre hormonaux et notamment en termes de carence œstrogénique. Mm. Et par rapport au traitement, donc tout ça, effectivement, c'est vrai. Et moi, je voudrais aussi insister sur quelque chose aussi qui me paraît important. C'est effectivement toutes les femmes aussi eh bien, qui subissent des chimiothérapies. C'est vrai que moi, je connais une épidémie de cancer du sein de femmes Ouais. jeunes autour de moi. C'est hallucinant. Bah, il Et il suffit de faut... regarder les chiffres. Hein. C'est marrant parce qu'on communique presque plus sur le fait qu'on le soigne de mieux en mieux, ce qui est tout à fait vrai. C'est mieux détecté, c'est mieux soigné, mais on ne communique pas sur le fait qu'il y a une incidence qui explose ces dernières années. Ce que tu vois, c'est juste la réalité. Et C'est surtout pareil. les femmes jeunes en plus. Hein. C'est vrai Ouais. que c'est... Et bah, ça touche plus les femmes jeunes aujourd'hui. Tu as raison, c'est plus entre 30 et 40 ans que l'incidence augmente. Ouais. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'aussi les chimiothérapies vont Ouais, aussi entraîner un vrai dessèchement de toutes les complètement. muqueuses. Et au-delà même, enfin, je veux dire, sans parler de comment dire, de la visée rapport sexuel, rien que pour le confort de la femme, ça peut être hyper important et intéressant Ouais. d'utiliser ce genre de produit pour justement hydrater Oui, cette puis tu zone. sais, des femmes, donc il y en avait qui se rendaient compte, on disait l'inconfort qui portaient pas de jeans serrés, par exemple, avant leurs règles. Ben, c'est les mêmes qui me disaient, tiens, c'est marrant, quand je faisais des étirements ou des choses au yoga, j'avais une espèce de sensation de douleur au niveau pelvienne, mais encore un peu diffus. Le problème de la zone, c'est que c'est souvent diffus. Mais, ou alors une sensation un petit peu de pesanteur aussi. Ce genre de mot est revenu quand on marche à un moment du cycle. Et ben tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à vérifier. C'est très central, comme tu dis. Il faut jamais laisser ça, enfin, s'intérieur parce que c'est vraiment au centre de notre corps et de notre bien-être.
Et c'est une zone qu'on a tendance à oublier par rapport à d'autres parce que ce n'est pas visible. Et effectivement, c'est extrêmement, extrêmement important d'être attentif à ça. Surtout s'il y a une espèce de côté cyclique et que ça se répète ou que ça se détériore. C'est vraiment pas normal. Le moindre rapport où on a mal ou quoi que ce soit, il faut vraiment aller regarder ce qui se passe. Tout à Ouais, fait. ça, c'est effectivement très important. Après, il y a d'autres choses aussi qui vont jouer aussi sur tout ça et je voulais aussi en parler, c'est l'utilisation des fois de savons non adaptés, les lingettes, l'épilation aussi. C'est vrai qu'il y a eu une grande mode et je pense que c'est sur le cas de l'épilation Ouais. intégrale. Le poil protège. Ouais. Merci Céline. Très important de remettre le poil à la mode. Non, mais les poils ont une vocation très claire. Et alors, c'est marrant, je ne sais pas si tu as vu ça. Non seulement ça protège la zone, parce que c'est un côté un petit peu barrière, mais en plus ça l'hydrate. Parce qu'il ne faut pas oublier que le poil, il y a le sébum aussi qui va glisser, qui va protéger. Et effectivement, ça rafraîchit également. C'est-à-dire que quand on a un coup de chaleur et que justement on transpire plus, et, ben, en fait, tu sais, toute cette fameuse mode des bains, ce qu'on appelle des bains frais, etc., c'est pour retranscrire l'effet fraîcheur pour des femmes qui ont justement des épilations trop fortes et donc il n'y a pas cet effet de rafraîchissement avec la sueur qui peut stagner. Donc les poils ont un rôle essentiel, ils ne sont pas là par hasard. C'est pas toujours sexy de le dire, mais il y a une vraie vocation physiologique des poils à être là. Il ne faut pas trop abuser sur la partie épilation parce que c'est utile, surtout quand on a des problèmes dans la zone. Ouais, merci de le dire parce que je n'aurais pas pensé. Et effectivement, alors pour revenir un petit peu aux produits, tu disais, au marché, c'est très difficile à lire pour les femmes. On s'est rendu compte que nous, en discutant avec elles, elles disaient, mais d'une part, j'ai soit des lubrifiants, des choses, mais bon, moi, c'est pas ce que je recherche. C'est très glissant et on a eu beaucoup de femmes qui nous disaient, mais les textures coulent énormément, donc c'est pas agréable à porter. Voilà, c'est pas discret. Enfin, c'était pas agréable pour elles, si tu veux. C'était un peu comme des règles et ça durait pas dans la durée. Ou alors, il y avait des choses très médicales, tu vois, des ovules à base d'hormones. Et elle disait, c'est très efficace sur le coup. Mais quand on arrête, en fait, on revient au point de départ et en plus, on n'a pas forcément envie de mettre des hormones de synthèse. Et puis, ou alors, j'ai pas le droit parce que je sors d'un cancer hormonodépendant et je suis sous traitement. Donc déjà, l'offre était effectivement pas du tout lisible et en plus, il y avait un gros problème niveau texture, puisque la plupart des textures, et nous qu'on a testé, étaient effectivement très très coulantes, donc vraiment que pour la glisse. Et puis niveau composition, ça veut dire que c'était pas pensé comme un soin. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, bah oui, mais effectivement, c'est pas un marché valorisé. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois on l'a entendu, parce que nous, forcément, on parle avec voilà, des investisseurs, des gens qui vont s'intéresser. Donc nous, on part idéaliste, on dit on va faire le meilleur produit qui soit, puis ben, on se rend compte que ça a un coût, parce que quand tu fais effectivement au naturel, que tu screens bien tous les perturbateurs endocriniens, les allergènes, que tu fais des tests d'hypoallergénie, mais au-delà de ça, on voulait aller plus loin, tu vois, on voulait aller renforcer donc la flore, parce qu'on va en reparler, mais avec des probiotiques. On voulait aussi que c'est un effet vraiment hydratant longue durée. On voulait que ce soit proche des sécrétions naturelles, parce que c'était vraiment une demande des femmes. Donc, comment on va travailler un mix de gomme et de texture pour être très proche de nos sécrétions naturelles. Voilà, donc, et tout ça, en fait, de penser comme un soin visage, tout simplement. Et en fait, c'était vraiment ce qui était absent du marché et ce qui nous a fait réagir, quoi, qui nous a dit c'est pas possible. Il est temps que le marché se démocratise parce que aujourd'hui, c'était vraiment pensé soit en lubrifiant en texture inerte, soit vraiment en soins médicaments. Tu vois, quand il est un peu tard et que je passe à des hormones parce que vraiment, il faut éviter que la situation se dégrade. Or, il y a vraiment moyen de trouver des bons actifs. Tu vois, l'extrait de muguet bleu notamment qu'on a est hyper intéressant. C'est un actif qui est souvent utilisé sur le visage, mais qui a été testé sur les muqueuses, qui permet aussi de renforcer la densité d'innervation de la zone. Et pourquoi ça, c'est intéressant? On parlait de, c'est le corps qui focalise son énergie là où c'est nécessaire. Quand tu as la peau sèche, que ce soit sur le visage ou la zone intime, la première zone qui va trinquer, c'est les cellules nerveuses. C'est celles qui sont à la surface de la peau. Donc ta densité d'innervation à la surface de la peau va être moins forte. On le sait très bien. Les personnes qui ont les peaux très sèches ou les peaux très ridées, tu sais, ont un petit peu moins de sensation que quand tu as une peau justement bien nourrie et plumpy. Et ben c'est la même chose qui se passe au niveau de la zone intime. Le fait de renforcer la densité d'innervation de la zone va relancer automatiquement le cercle vertueux de lubrification naturelle. Donc ça veut dire qu'au-delà de ne faire que pansement, si tu veux, inerte et juste la glisse, tu vas vraiment aussi faire en sorte que entre ta flore vaginale rééquilibrée et effectivement la densité d'innervation de la zone, de relancer naturellement la lubrification du corps, en plus de l'effet que tu apportes. Donc c'est vraiment cette idée, en fait, c'est d'en mettre de moins en moins et de le faire comme un soin, en fait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, comment dire, effectivement, le lubrifiant, ça va être quelque chose qu'on va utiliser ponctuellement, par exemple, pour faciliter un La rapport glisse. sexuel, voilà, par exemple. Et puis, il y a ce type de produit qu'on peut vraiment utiliser comme un soin tous les jours pour apporter le confort. Et en plus, on peut peut-être parler de sa composition, mais du fait de sa composition, il y a une action qui est un peu prolongée, enfin, en tout cas, à effet Tout à prolongé. fait. Alors oui, les deux choses qu'on a fait, parce que c'était aussi une demande des femmes, il y avait des femmes qui pensaient juste avoir besoin d'un lubrifiant de temps en temps, mais qui disaient quand même, ce qui est super gênant, c'est de devoir tout le temps le mettre avant un rapport. Parce que du côté coulant, etc., puis en fait c'est très coulant, très glissant, mais donc c'est non persistant, puisque Oui, c'est faible. Et résultat, bah, nous, les deux options qu'on voulait, c'était d'abord quelque chose de très confortable à porter, c'est-à-dire qu'on puisse, et puis qu'on puisse appliquer plusieurs heures avant un rapport et que ça fonctionne. Ça, c'était vraiment important. Et donc, on a travaillé par deux côtés, évidemment, la densité de la texture. Je pourrais montrer, mais quand on le met sur la main, vraiment, oui, c'est je très l'ai aussi. adhérent. C'est vrai. Et bah oui, parce que c'était très différent. On a vraiment comparé avec beaucoup de textures et ceux qu'on trouvait plutôt intéressants. Et à chaque fois, on les trouvait trop coulants. Et on nous a dit encore une fois, mais vous allez un peu contre le marché. Ben non, on va pas contre le marché. On a entendu les femmes et à chaque fois, elles disaient c'est ça qui pêche. Et de l'autre côté, en fait, on a mis un mix de gomme qui permet en fait à la texture de cibler, parce que la muqueuse est une zone très particulière, très humide forcément. Donc c'est un assemblage de gomme qui va permettre de cibler plus spécifiquement les zones sèches et d'y adhérer. C'est-à-dire que la texture va se répartir en ciblant et il y a une espèce de côté, alors elle n'est pas collante à la texture, mais c'est... Oui, ça va plus adhérer en fait, ce qu'on appelle une texture bioadhésive qui est vraiment travaillée pour adhérer à la muqueuse et ce qui permet de le mettre plusieurs heures avant un rapport. Et nous, on était hyper ravis parce qu'un des points clés qu'on a fait pendant notre test d'usage, quand on a testé par un laboratoire, là, sous contrôle gynéco, on a dit est-ce que, et ils avaient 20 jours de test, hein, qu'on avait beau stresser, est-ce qu'elles arrivent à l'appliquer de moins en moins dans le temps? C'est-à-dire que tu passais de une ou deux applications quotidiennes à une seulement par jour ou une tous les 2 jours. Et c'est ce qui s'est passé sur 20 jours sur certains profils de femmes. Et pour nous, c'était clé parce qu'on pense que c'est quand même contraignant quand on a ça, comme tu le disais, c'est difficile à vivre, on s'en rend pas toujours compte, on n'a pas envie d'en mettre matin, midi et soir. Et donc c'était très important pour nous d'avoir ce genre de texture et d'action qui permettait d'en mettre de moins en moins. Tout à fait. Ouais, il y a un effet qui est prolongé dans le temps du fait de la compo aussi qui est ultra Ouais, intéressante tout à avec fait. l'acide hyaluronique Mm. Ah notamment, bah, l'acide le hyaluronique, Mickey. ouais, le propandiol, c'est extrêmement intéressant. Ça sonne mal comme ça, mais c'est un actif humectant qui est incroyable et qui fonctionne en synergie de manière très très intéressante avec l'acide hyaluronique. Voilà, et D'ailleurs, excuse-moi, je te dis-moi. coupe mais pour bien expliquer, parce que c'est vrai que le nom fait très chimique en soi, mais c'est un dérivé du maïs. Enfin, initialement, je crois que Exactement. c'est ça. Hein. Ouais, alors il faut se méfier. Ça, je fais un petit truc parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le bio et naturel et toujours été obsédée par mes listing kits, c'est mes perturbateurs. Il faut faire très attention parce que souvent, on a tendance à confondre le naturel, les noms. Il y a plein de noms un peu barbares dans ces listing kits. Effectivement, aujourd'hui, il y a notamment la biotech. Moi, j'ai la biotech verte, auquel je crois beaucoup, ce qu'on appelle la chimie verte, en fait, qui pour moi est vraiment l'avenir du bio parce qu'aussi à un moment, on va pas pouvoir utiliser tous les plantes bio. Enfin, ce serait complètement absurde, tu vois, pour faire ça. Et donc, c'est des techniques de fermentation qui sont notamment très intéressantes dans le complexe de pré et probiotiques aussi. C'est des fermentations de fibres ou de maïs ou de céréales ou de levures qui ont des effets extrêmement intéressants et c'est entièrement naturel puisque c'est ce qui se passe en fait dans la nature. Ce sont les bonnes bactéries exactement qu'on retrouve dans la nature comme les lactobacilles et toutes ces bonnes bactéries dont on parle souvent. C'est de la fermentation naturelle en fait de sucre ou de levure. Et donc, c'est des noms qui font un peu peur sur le papier mais qui sont extrêmement naturels. Et attention à l'effet inverse, on survalorise parfois le côté sain du naturel. Il faut savoir aussi que dans le naturel, quand on a tendance à remplacer tous les parfums ou autre chose par des huiles essentielles, les huiles essentielles, parfois on met ah bah tiens j'ai des huiles essentielles mais j'ai pas de parfum. Bah, oui, mais sauf que les huiles essentielles, c'est du parfum en tant que tel, c'est ultra concentré. Il y a plein de qualités sur les huiles essentielles, mais c'est bourré d'allergènes, de linalol, de limonène. On retrouve les mêmes molécules que dans des parfums chimiques. Donc attention à ne pas faire, et ça peut être très irritant. Donc quand tu parlais d'hygiène intime, il n'y aurait rien de pire. J'ai vu parfois sur des forums des femmes qui disaient bah tiens, je mets un peu d'huile essentielle de titri avec ça.
les huiles essentielles, c'est magique pour plein de choses, mais c'est extrêmement puissant. Et attention, surtout sur les zones sensibles, c'est vrai, ça peut être extrêmement décapant. Donc oui, il y a des dents qui font peur. Moi, je peux vous détailler toute la liste Tinky. Comme je disais, on a revu. En plus, on a vraiment un expert toxico qui a bossé à l'OCDE sur des parties justement comment dire, perturbateurs endocriniens. Donc, on a fait très, très attention de bien évacuer tous les potentiels perturbateurs endocriniens parce que si on sait qu'il n'y a pas d'effet de seuil, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il y a un effet en U, tu sais, parfois moins on est exposé. Voilà, donc c'est le gros problème. Donc, ça a beaucoup servi pour les industriels pour dire, ah bah oui, bah, comme on ne sait pas, faisons ce qu'on veut, entre guillemets. Non, en fait, il y a quand même quelque chose de précis, c'est que si on ne met pas tous les ingrédients controversés ou perturbateurs endocriniens supposés, dans ces cas-là, il suffit juste de faire une liste négative et de ne pas les mettre, quoi. Et c'est faisable, en fait. Ça met juste plus de temps de travailler les formules en naturel, c'est sûr, mais c'est faisable. Donc, il faut arrêter. Surtout que sur les perturbateurs endocriniens, il y a en effet un principe aussi qu'on oublie beaucoup, c'est que contrairement à plein de, on va dire, de molécules pharmacologiques, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, c'est que la dose ne fait pas le poison et que des fois, une exposition même minime à un certain produit peut mettre des années, des mois à donner des conséquences, voire même des effets transgénérationnels, comme on l'a vu. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de l'avoir fait. Et puis en fait, les perturbateurs endocriniens, ce dont on se rend compte, et on pouvait vraiment être que irréprochable sur ce produit, c'est que c'est vraiment des phases de vie et aussi des endroits où on les applique. On va être beaucoup plus sensible effectivement quand on applique sur la zone intime que quand on fait quelque chose qui se rince sous la douche. Donc effectivement, en dehors de la partie environnementale, nous, c'était hyper important d'être ultra clean sur ce produit. Alors, Céline qui dit on a presque envie de le mettre sur son visage. On parle du gel intime. Alors, je fais ma pub. Ah, merci, c'est meilleur que moi. Du gel intime Millet. Et alors, d'ailleurs, vous avez tous les labels, hein, enfin, en tout cas, une grosse partie. Il est Écocère, Cosmétique Bio et Cosmos. Alors, en fait, ça, pour tout te dire, c'est un petit peu la même chose. Enfin, quand tu choisis maintenant ton label bio, tu vas le définir par rapport à tes différents organismes. Et en fait, tu as le choix, tu as des normes nationales et tu as des normes européennes. Et nous, on a été vraiment sur la norme européenne parce que c'est celle donc, qui est en fait le label Cosmos européen certifié par EcoCert. Après, c'est l'organisme de certification. Donc tout ça, grosso modo, ça veut quand même dire la même chose. Ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, pour moi, c'est très bien un label, et notamment un label bio, le label Cosmos et le label français à l'origine qui a été élargi au niveau européen comme gage de qualité. Donc c'est un très bon label. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que nous, on a été quand même plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est très important tu vois, on parlait des huiles essentielles, des allergènes, c'est typiquement souvent dans le label, je trouve que c'est un peu le seul défaut d'ailleurs du label bio, c'est d'avoir tendance à autoriser des huiles essentielles, toutes les huiles essentielles dans le label Cosmos, alors que, attention, moi je vois les cas de cosmétovigilance et autres exploser. Donc, le bio ne protège pas de tout. En revanche, effectivement, il y a une liste négative d'ingrédients qui est très intéressante parce que c'est cette liste négative qui va permettre de ne pas prendre de risques, notamment au niveau perturbateur endocrinien. Il y a un screening qui est régulièrement mis à jour, qui donne beaucoup plus de garanties que d'autres labels. Après, oui, je ne sais pas si je t'en ai parlé aussi. Je ne sais pas si tu as vu récemment des études. Alors, enfin, mais si je vous dirai après un petit peu. Oui, on répond. Il va être en pharmacie, il va être lancé bientôt. Après, on est une toute jeune marque, hein, donc on n'est pas encore dans 500 pharmacies. Mais voilà, et sur notre site millet.care, par contre, vous pouvez trouver. Donc juste, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait des études qui sont parues récemment sur toute la partie fertilité, en disant aussi attention pendant les rapports. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est sorti très récemment, sur le fait que les gels lubrifiants pouvaient être nocifs à la fertilité, notamment pour concevoir. Ça, c'est aussi extrêmement important parce que quand on a eu tendance à faire des textures justement très lourdes, et tu vois, notamment celles à base de paraffine ou celles qui pouvaient modifier parfois le pH, on en reparlera, et bien en fait, ça pouvait aussi empêcher les spermatozoïdes de bien progresser et agir un peu comme un spermicide. Donc c'est aussi très très important pour le coup. Même si vous choisissez juste un lubrifiant simple, voilà, pour des occasions et tout, de bien choisir. Et là, pour le coup, parce qu'on parlait du label bio, de privilégier du bio parce qu'il y a une vraie différence. Ça veut dire que tous les produits, notamment à base de silicone, qui ne sont pas autorisés en bio, sont ceux qui étaient dans le radar pour empêcher la bonne progression des spermatozoïdes, notamment.
Ouais, et ça, j'en parlerai quand on fera le live sur les préservatifs, mais il y a Ouais. aussi des lubrifiants qui vont entraîner une porosité Oui, au niveau bah, du préservatif et qui, du toujours la coup, à même chose. l'inverse, protègent plus contre une éventuelle Ouais. grossesse ou pour une maladie sexuellement Tu as transmissible complètement aussi. raison. Ouais, ça c'est peu connu. Alors c'est très, en fait c'est simple. Il y a un petit peu trois catégories dans les lubrifiants, les gels intimes. Tu as les gels à base d'eau. Donc ça Oui, c'est comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on va être que dans des structures. Il n'y a pas que de l'eau évidemment. C'est pas ça que ça veut dire, mais c'est qu'une structure à base d'eau aqueuse. aqueuse. Et donc celle-là ne va pas du tout par définition aller agresser. On n'est pas sur des structures lipophiles qui vont venir éventuellement dégrader voilà, des préservatifs ou ce genre de choses. Alors que les structures à base d'huile ou de silicone, qui sont en fait les deux autres types de soins hydratants, ceux-là peuvent justement venir attaquer le caoutchouc, le latex. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'interaction, en tout cas notamment avec les préservatifs. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est Donc, vrai que s'il y a beaucoup des fois, enfin voilà, en consultation, on parle évidemment des fois de ces sujets-là, et c'est vrai que je vois beaucoup de femmes qui n'utilisent pas forcément les bons ouais. produits, et bon, il faut faire attention. En effet, en fait, là encore, hein, c'est pas à charge que je dis ça, Mm. mais c'est pas parce que des fois c'est vendu en pharmacie que justement c'est dénué de tout danger, parce que souvent Complètement. il y a ça aussi, on se dit ah ben tiens, je vais pas acheter ça en grande surface, je vais aller en pharmacie, au moins je suis sûre. Mais le problème, c'est que bah, toutes les compos ne sont pas non plus Ouais. checkées en pharmacie, que ce soit d'ailleurs pour ça, les compléments alimentaires, les cosmétiques aussi. Hein, Complètement. vraiment. Non, non, complètement. La pharmacie n'est pas forcément. Tu vois, nous, on travaille avec des pharmacies et puis justement des e-retailers bio. On a eu beaucoup plus de screening de la listing key avec des e-retailers bio, tu vois, du type Do Good, Mademoiselle Bio, qui sont l'habitude d'aller screener les C'est formules ça, que du côté pharmacie. La pharmacie a beaucoup plus regardé les tests d'efficacité et les tests d'usage parce que c'est une habitude, c'est aussi une caution, bien sûr. mais c'est moins intéressé aux détails de la liste des ingrédients. Mm. On a eu cette impression-là. Les irritations, alors on parle des irritations. Alors je ne sais pas si toi tu as vu ça aussi dans tes recherches, Céline, mais effectivement, tout ça est très lié. Ça veut dire que le moindre petit déséquilibre de la zone intime, donc on parlait tout à l'heure, ça peut être de la sécheresse pure et dure, ça peut être un déséquilibre du pH de la zone intime, un déséquilibre de la flore qui souvent va de pair avec justement le déséquilibre du pH de la zone intime et ben, automatiquement, ça va forcément rendre la zone plus sensible aux irritations, aux Mm. vaginoses, enfin à tout ce qui peut dériver et déséquilibrer la zone. Donc les irritations, c'est souvent un signe précurseur de sécheresse ou de problème au niveau du pH. On peut faire des Mm. prélèvements aussi au niveau du pH. Oui, Quelque chose qui se demande à votre gynécologue, il ne faut pas hésiter à le faire, gynécologue ou endocrino. Parfois, ça vaut le coup de faire un test de pH et de la flore, de la constitution de la flore pour voir où on en est. Mais les irritations, dans tous les cas, surtout si c'est à répétition, oui, c'est un signe qu'il faut protéger, hydrater la zone et ne pas hésiter à mettre effectivement en prévention pour avoir moins de phénomènes à répétition. Il y a beaucoup de femmes notamment qui ont tendance à avoir des infections urinaires, tu sais, ouais, après des rapports et autres. Là, j'ai vu plein d'articles aussi en creusant que, par exemple, vraiment aller aux toilettes, faire c'est pipi ça. après un rapport, et puis voilà, faire attention, éventuellement protéger un petit peu la zone avant. Et là, pour le coup, mettre un lubrifiant ou un gel intime, oui, ça renforcerait et ça pourrait permettre de limiter le phénomène. Oui, parce que ça aussi, c'est une cause aussi, la fréquence des rapports sexuels, quand on en a trop, mais aussi quand on en a trop. Ouais, c'est Parce très que quand on intéressant. en a trop peu, et bien du coup, on va moins souvent, entre guillemets, lubrifier cette zone. Enfin, en tout Ouais, cas, elle va moins bien se lubrifier. Et donc, voilà, comme je dis toujours, c'est l'idée, il faut trouver le bon rythme, entre guillemets, en fonction de chacune et de sa relation de couple, évidemment. ouais. Mais c'est vrai que de par les frictions que ça engendre, ça va favoriser effectivement, comment dire, cette petite inflammation au niveau de cette zone. Ça facilite aussi des fois la transmission, bah, effectivement, de certains germes hein, qui vont Mm, utiliser le pli du périnée, donc qui est la zone hein, située entre l'anus ouais. et la vulve, pour remonter sur cette zone de peau. Et d'ailleurs, je crois que je ne sais plus si je l'ai mis dans mon post, mais il y avait une expérience qui avait été faite justement comment dire, pour voir la vitesse de propagation d'un germe ou d'une bactérie qu'on dépose au niveau de la vulve et qu'on va Ouais. retrouver dans le vagin. Si, Et donc, si, je l'ai vu dans tes posts. Ah ouais, ouais, c'est dingue. Ouais, et en fait, on dépose sur une ouais. serviette hygiénique enfin, les Si, bactéries j'ai en vu question. ça.
on les met au contact de la vulve. Donc, en gros, bah, c'est une serviette qu'on dépose dans on va dire, un fond de culotte et qu'on porte. Et au bout de 20 minutes, on retrouve Ouais, déjà trace des germes au niveau du vagin. Donc, c'est fou. ouais, ça Et c'est vrai que c'est la constitution féminine, tu as raison de le dire, parce qu'il y a quelques règles de base du type aussi les sous-vêtements, on n'a pas parlé. Alors, pas trop d'hygiène intime, on en parlait, enfin, au maximum, normalement, et c'est externe et c'est plutôt de l'eau et c'est très bien comme ça. Mais aussi les sous-vêtements en coton, surtout quand il commence à faire chaud, qu'on transpire, c'est des matières bien respirantes et naturelles. Et puis comme tu dis, bah, la zone est très proche. On a une petite zone très très courte entre bah, la partie donc interne vaginale et puis finalement l'anus, donc qui rejette beaucoup de matières, donc souvent riches en bactéries et pas toujours en bonnes bactéries. Donc c'est extrêmement important même pour les petites filles et autres de bien apprendre, voilà, à essuyer, à avoir une hygiène intime en tout cas, bien séparer au maximum les deux zones, c'est extrêmement important, comme tu dis. ouais. Parce que ouais, c'est la cause numéro une d'infection urinaire, même et urinale, hein. C'est-à-dire, c'est les bactéries qui remontent par l'urètre. Tout à fait. Mm. Et pareil, chez la femme, l'urètre est très très court. Il fait à Mm. peu près 2 centimètres, alors que chez l'homme, il est beaucoup plus long. Mm. Et ce qui explique aussi pourquoi les femmes sont beaucoup plus sujettes aussi aux cystites. Hein, finalement, c'est vrai que je ne connaissais plus la statistique, mais je crois que c'est 3/4 des femmes hein, qui ont Ouais. une Qui cystite. auront ou ont eu une cystite. Alors après, ce qui est très étonnant toujours, c'est que les femmes ont des ressentis très différents. Tu en as qui vont très très mal le vivre avec vraiment des brûleurs, des brûlures, des démangeaisons et tout ça très fortes et voilà, une incapacité, tu vois, pendant un moment. Et d'autres qui vont même pas s'en rendre compte où ça va aller jusqu'à l'infection rénale, jusqu'à ce qu'elles s'en rendent compte. Donc c'est ça qui est très difficile aussi, qui est un point à souligner dans les tabous. Faire attention au moindre ressenti, ça peut être une démangeaison, ça peut être une petite sensation de brûlure un peu diffuse, ça peut être juste un inconfort de temps en temps, on parlait de moins mettre, mais il faut faire attention à ça, il ne faut pas hésiter à se faire tester parce qu'on n'arrive pas à avoir, on va dire, des symptômes extrêmement identiques d'une femme à l'autre. C'est ce qui nous a beaucoup marqué pendant notre enquête. Mais dans tous les cas, c'est une zone où, voilà, où les choses qui est très importante, où les choses peuvent se dégrader, où les choses peuvent remonter vers les reins, par l'urètre et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention. S'il y a un message à poser, c'est que n'hésitez pas voilà, à faire tester par le gynécologue, à en parler. En tout cas, la première étape, même si c'est la zone intime, c'est tout à fait normal d'en parler et que ça arrive à toutes les femmes. Mais effectivement, attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter et impacter l'équilibre du corps en entier par cette zone. Mm. Et comme tu le disais tout à l'heure, là aussi j'en avais parlé un petit peu, c'était le score de Nugent qui va quantifier en fait la flore vaginale. Mhm. Donc là, on teste pas la qualité des différentes comment dire, Des bactéries. des bactéries, Ouais, ouais. mais uniquement la quantité. Et puis le pH aussi, qui normalement doit être légèrement acide pour Légèrement éviter la acide. prolifération. Et dès lors que ce pH est perturbé, c'est la porte ouverte. Donc ça, alors c'est pareil, normalement ça se fait chez le gynéco. Et bon, c'est vrai que moi j'ai donné un petit tuto, enfin on peut le faire soi-même à la maison aussi en achetant du papier pH. Bon, évidemment, c'est mieux de le faire chez le gynéco, évidemment. Mais si pour une raison ou une autre, il ne le pratiquait pas, ça peut des fois être un indice aussi, parce que c'est Complètement. pareil, des fois les délais de consultation hein, pour obtenir des rendez-vous sont Ouais, aussi très longs. ouais. Donc dans l'attente, ça peut valoir le coup des fois d'en C'est parler. long, et puis c'est pas quelque chose que les gynécologues ont l'habitude de proposer. Tu vois, on en parlait avec des gynécologues quand on a sondé cette histoire de pH vaginal. Et très souvent, tu vois, même au niveau de la ménopause, donc quand tu as une baisse des oestrogènes, c'est là où naturellement ton pH a tendance à devenir un peu moins acide et donc créer la porte ouverte à plus de désagréments. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne le font pas forcément spontanément parce qu'ils disent, bah non, nous on est médical et donc très souvent, j'ai entendu s'il n'y a pas de problème visible d'atrophie vaginale ou ce genre de choses, ou de prolapsus ou peu importe, on n'intervient pas. Donc on n'est pas dans la pathologie, mais justement, on en parlait avec Céline, ne laissez pas dégrader. C'est un signal que le corps envoie. Donc dès qu'il y a le moindre inconfort, vérifiez si l'hydratation, on n'a pas parlé des douleurs vulvaires, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, qui est ressenti très différemment chez les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'alimentation aussi qui s'est acidifiée. Ça, on n'en parlait pas beaucoup, mais il y a aussi ça. Il y a le fait qu'on porte des vêtements souvent de plus en plus serrés, notamment les jeunes filles. Et bien, tout ça, ça peut créer effectivement des cas aussi de douleurs vulvaires. Pareil, c'est quelque chose dont il faut parler vite au médecin, tester, ne pas hésiter justement à mettre des soins très doux, mais ne surtout pas aller dans la surhygiène et ce genre de choses quand il y a des douleurs vulvaires. C'est pas du tout le point. Plutôt faire attention à la qualité des sous-vêtements, à l'alimentation, à l'hygiène de vie en général, mais il ne faut pas laisser traîner parce que ça ne peut que se dégrader si on laisse traîner.
Tout à fait. Et ça, c'est vrai que j'ai prévu aussi un post. Alors, sur les cystites, il sort demain et sur Mais la toilette intime. c'est super ce que tu fais parce que tu ne veux pas savoir le nombre de questions aussi qu'on a. Et effectivement, on sent que les femmes sont aussi un peu perdues sur le sujet. Et je pense que c'est très important de remettre les choses au clair, ouais. De bien comprendre, comme tu dis, les types de produits, à quoi ça sert, les différences à base d'eau, à base d'huile, à base de silicone, quels sont les points auxquels faire attention. Et puis surtout, bah voilà, à chaque fois que je me fais traiter aussi, on en parlait pour une cystite, pour une vaginose, donc que j'ai été sous ovule ou que j'ai pris des antibiotiques, parce que ça peut aller jusque-là, et bien penser que ça va aussi impacter la flore vaginale et donc bien penser derrière à faire aussi sa cure de probiotiques en alimentaire et essayer de mettre les soins adaptés pour préserver et renforcer la zone. D'ailleurs, il y a des prébiotiques et des probiotiques dans le Oui, gel. oui, oui. Bah oui, exprès pour ça. Alors, les prébiotiques, juste pour remettre, parce qu'on en parle moins, mais pour moi, c'est tout aussi important que les probiotiques. Et même en alimentaire, j'ai tendance à jamais utiliser l'un sans l'autre. C'est les complexes de fibres qui vont être des précurseurs à justement à transformer des bactéries en bonnes bactéries. Donc, il faut vraiment, pour que ça fonctionne, c'est vraiment intéressant d'avoir des pré- et probiotiques, c'est-à-dire les fibres dont se nourrissent les bonnes bactéries et les bonnes bactéries pour renforcer la flore en tant que telle. Mm. C'est ça. Et- En fait, moi, souvent, je simplifie en disant que les prébiotiques, c'est en gros la nourriture des Exactement, bah oui, probiotiques. c'est Et ça. effectivement, c'est tout ce qu'on va retrouver en inuline, Mm. gomme d'acacia, les fosses, en fait, un petit peu en Exactement, ouais. course Nous, c'est des alimentaire. fructos Mais à base de fructo-oligosaccharides, justement, ouais, fermentés. Exactement. ouais, Et ça, oui, bah, c'est tu vois, important. on a plein de commentaires sur effectivement les sujets trop tabous. Et ben, c'est exactement ça, c'est que ça ne devrait pas être tabou. Et parfois, ce qui était très amusant dans l'enquête qu'on a fait, c'est que c'est presque plus tabou pour les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas forcément un tabou qu'on a créé, c'est comme cette zone est si cachée, en fait, les femmes mettaient beaucoup de temps à se rendre compte de certaines choses. On s'est rendu compte assez bien au niveau des cycles que de la zone intime. C'est important de bien se connaître. De C'est bien vrai que se des connaître. fois, il y a des femmes aussi. Après, je pense qu'il y a aussi une question de génération, Ouais, peut-être. ouais. Enfin, nous, voilà, on est dans la quarantaine aujourd'hui. Donc, je pense qu'on connaît aussi voilà, tout cet élan Ouais. de libération de la parole sur tous ces sujets. Mais tu vois, pour nos grands-mères ou même encore nos mamans, je Ah pense bah que ouais. ce n'est pas des sujets dont on parle forcément encore spontanément pour le coup. Non, pas du tout. Et c'est un peu, ça relie à tout ce qui était autour de la grossesse et tout ça, où la parole se libère. Je pense qu'il y a un vrai mouvement où je pense que c'est encore plus. Tant qu'on visualise les choses et qu'on comprend ce qui se passe, le postpartum, la grossesse, l'intimité, on est vraiment dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que plus on comprend, plus on aise, plus on sait réagir, bah, mieux ça va se passer. Et il y a peut-être certaines choses qui vont se remettre en place toutes seules. Mais au début, il y avait même des grands tabous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup de choses, on en parlait rapidement au début, de douleurs vulvaires notamment, de dyspareunie, de choses comme ça, qui sont vraiment liées aux neurotransmetteurs. Mm. Donc dans les recherches, on s'est rendu compte, tu vois, le vaginisme, qui est quand même quelque chose de très handicapant, effectivement, c'est donc des contractions incontrôlées du vagin qui peuvent parfois aller jusqu'à empêcher toute pénétration. Et bien en fait, c'est des choses qui perturbent beaucoup les médecins parce que ce ne sont pas des choses d'origine mécanique où il y a une cause-effet très identifiée. Des douleurs vulvaires aussi beaucoup. Il peut y avoir des sensations de brûlure et des choses comme ça qui sont en fait pas identifiées ou testées forcément de manière claire, qui seraient vraiment liées aux neurotransmetteurs et à toute une partie neurologique en fait, ce qu'on appelle, c'est pas des choses mécaniques. Et donc, c'est effectivement des sujets, des pans de santé féminine qui restent vraiment à creuser et à étudier. Et je suis persuadée que si la femme est bien dans son corps, mieux dans son corps et connaît mieux son corps, ça devrait aller vers un mieux. Puisque quand il y a des choses qui sont très liées à la neurologie, c'est souvent lié à des tabous et des choses qu'on n'a pas bien éclaircies dans sa tête ou pas bien identifiées. Tout à fait. Donc, Non, non, mais trop fort. c'est clair. Mm. Après, je voulais parler aussi peut-être un petit peu comment dire, voilà, de l'alimentation, tu sais, un petit peu micro-phyto. Ouais. Moi, enfin voilà, on en parlait tout à l'heure dans le sens de l'hygiène de vie, mais ce qui est important aussi, et il faut absolument que les femmes comprennent bien, et j'en parle, je pense, à chaque fois, c'est le gras, le bon gras, Oui, de ne pas merci. le diaboliser. Mm. Parce qu'on pense souvent que le gras fait grossir. En fait, c'est le sucre qui fait grossir. C'est pas forcément le gras, surtout si on les choisit bien. Et quand on a comme ça, effectivement, une sécheresse, alors hors, on va dire, état dont on parlait tout à l'heure, il y a des carences œstrogéniques ou autres, et qu'on retrouve aussi une sécheresse de la peau, des fois, il y a des carences en oméga 3, oméga 6. Ouais.
Et puis, tu sais, même au-delà de ça, au contraire, le corps, tu sais, quand on dit la ménopause, on a tendance à faire un peu de gras et justement, la morphologie a tendance à changer. Mais c'est pas un hasard, hein. C'est le corps fait ça parce que le tissu adipeux, donc le cholestérol qui a tant été diabolisé, c'est le tissu qui va permettre de créer des hormones. Et le seul moyen de garder un bon niveau d'œstrogène, je sais que je choque beaucoup quand je dis ça, mais c'est une réalité, c'est important de le comprendre, c'est qu'en fait, bah, plus les femmes ont un peu de tissu adipeux, plus ça va aussi créer des œstrogènes, et donc ça va aussi permettre de compenser en partie. Alors, il n'y a pas que des bons, attention, parce que les œstrogènes adipeux, ça peut être des œstrogènes nocifs, mais c'est pour expliquer un mécanisme. Et effectivement, tu as raison, dans les années 80, on a diabolisé à fond le gras et pas du tout les sucres qui étaient en train d'exploser dans toute l'alimentation, notamment tous les sucres cachés. Il y en a énormément dans des céréales, enfin des produits qu'on n'identifie pas comme étant des produits sucrés. Et aujourd'hui, la plupart des nutritionnistes et des diététiciens font vraiment marche arrière, même sur le point de vue du cholestérol, en disant qu'on s'est rendu compte que même pour le diabète et beaucoup de choses en santé et en maladies neurodégénératives, qu'en fait, c'était très sain d'avoir un taux de cholestérol global, hein, je ne parle même pas que de bon cholestérol, qui n'était pas trop faible, et c'est la base de création des hormones. Alors évidemment, il vaut mieux avoir du bon cholestérol que du mauvais, ça c'est évident et on ne va pas revenir là-dessus, mais le bon cholestérol se nourrit des bons gras. Et les bons gras, qu'est-ce que c'est? C'est surtout les oméga 3 que tu citais, parce qu'on a tendance à avoir trop d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires par rapport aux oméga 3. Et donc les oméga 3 les plus biodisponibles, c'est souvent les oméga 3 d'origine animale, donc les poissons gras, mais aussi voilà, l'huile de noix, enfin il y a beaucoup d'huiles végétales qui sont aussi riches en oméga 3. Et effectivement, un petit peu au détriment des matières grasses animales du type beurre et autres, qui sont beaucoup plus riches effectivement en oméga 6. Et puis après, il y a des choses très intéressantes à prendre, notamment je pense aux femmes qui ont souffert d'aménorrhée ou souvent liées à des anorexies qui ont duré longtemps, donc qui ont vraiment privé leur corps de manière forte de gras et d'autres nutriments. C'est aussi les huiles de bourrache et les huiles de nagre qui sont très intéressantes aussi, et puis des oméga 3 titrés en EPA, DHA, qui peuvent être un vraiment bon moyen d'aider le corps en fait, voilà, à récupérer et à recréer notamment des cycles ovulatoires et un équilibre à ce niveau-là. Parce que l'aménorrhée, il faut aussi bien comprendre que c'est un phénomène où le corps va fermer les vannes, il n'a plus assez d'énergie pour bien fonctionner. L'ovulation prend beaucoup d'énergie, le côté cyclique prend beaucoup d'énergie, donc il va un peu fermer les vannes. Donc il faut vraiment prendre le temps de recréer, de lui réapporter les bons gras et les bons nutriments pour qu'il puisse fonctionner et que la machine reprenne correctement. Tout à fait. Et après, quelque chose que je conseille, moi, en plus de l'huile de bourrache, ça va être l'huile d'argousier en capsule pour les oméga 7, pour le coup, puisque là, pour le coup, les sources alimentaires, elles sont... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Et l'huile d'argousier, elle est plutôt bonne aussi là, pour agir sur notamment les muqueuses aussi, la peau sèche, ça joue très très bien aussi. Hyper intéressant. Même sur les cheveux, il y a beaucoup de choses pour l'argousier. C'est un produit qui est très intéressant. Oui. De lin, cameline, chanvre, périlla. Oui, tout à fait. Ouais, il y en a plein. Noix aussi. Noix est très riche. Les oléagineux. Après, ce qui est intéressant, c'est de varier les sources. Par exemple, quand on dit qu'il faut plus d'oméga 3, aussi un point intéressant, c'est très bien de varier les poissons gras. Donc, on fait voilà, la truite, le saumon, mais aussi des huiles végétales, des oléagineux. Plus on va varier les sources, plus on va avoir une bonne biodisponibilité de ces acides gras. Ça, c'est très important. De ne pas être monomaniaque en disant je prends mes 2 cuillères d'huile par jour. C'est pas forcément le meilleur. Et les graines de lin, il y a beaucoup de graines, les graines de lin, les graines de chia, des choses comme ça, ont des apports aussi très intéressants. Les graines, ne pas oublier de les moudre, surtout avant de les consommer. Et après, il y a une plante aussi, moi, que j'aime bien. Alors, de manière générale, pour la femme ménopausée, mais pas que, aussi, voilà, à partir de la quarantaine, non seulement quand on est fatigué, mais si effectivement on a des problématiques de sécheresse, c'est la maca, qui agit aussi pas mal sur voilà, la libido. Ouais, et sur la libido aussi, mais aussi sur la sécheresse vaginale pour le coup. Après, tu sais, les plantes, c'est toujours, ça dépend des femmes. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais avoir de réponse, comment dire, qui convienne à toutes parce qu'on est toutes, voilà, très biochimiquement différentes. Tu vois, tu parlais des oméga 3, j'ai connu plein de femmes sur lesquelles ça a fait des miracles parce qu'elles en avaient besoin, très certainement, et donc ça a comblé un déficit. Moi, ça m'a jamais fait d'effet. J'ai toujours eu des taux d'oméga 3, je pense, tu vois, très élevés, alors que le magnésium m'a fait beaucoup d'effets parce que je pense que j'étais toujours carencée par plein de... Donc, c'est très important quand vous testez quelque chose. On parlait de l'huile de bourrache, tu parlais de la maca.
testez un par un. Ne testez pas 40 plantes en même temps. Ne testez pas des produits avec 12 plantes, 15 vitamines et minéraux. Ça, c'est vraiment l'erreur basique. C'est très compliqué, la micronutrition. Il y a plein d'interactions qui peuvent se faire. On commence toujours par l'alimentation, parce que sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a pas de pilule miracle. Et après, effectivement, tester des plantes. Il y a des gens à qui la maca fait des effets dingues. Il y a aussi des gens à qui ça ne fait pas du tout d'effet. Mais donc, voilà, j'ai toujours un petit peu de mal à généraliser au niveau des plantes. Mais par contre, c'est quand même très important de tester ces plantes bien dosées, bien titrées, une à une. Ouais. C'est ça. En fait, je crois qu'il y a aussi un truc qui explique des fois aussi l'impact des plantes. Alors, il y a effectivement cette bio-individualité, qui est le principe que tu évoquais et voilà, qui est cher aussi, moi, dans mon approche. Je le mets toujours en avant aussi. C'est-à-dire qu'on est toutes différentes et du coup, les choses ne vont pas forcément agir de la même façon. Mais c'est vrai qu'au niveau des compléments alimentaires, des fois, on oublie de le dire aussi, mais il y a tous les jours, il y a je ne sais pas combien de marques de compléments Il y a tout et n'importe quoi, soyons clairs. Et c'est ça. Et du coup, des fois, pour une même plante, on va pas avoir la même origine, on va pas avoir le même titrage, il va y avoir des excipients, le dosage n'est pas le même. Enfin, c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de comparer à complément alimentaire égal. Déjà, regardez les dosages, les labels. Il faut savoir qu'au niveau des plantes, il y a quand même beaucoup de choses très polluées. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les compléments alimentaires. On faisait revérifier des lots, des baies de goji, des plantes qui se vendaient bio, qui étaient bourrées de pesticides. Donc, faire très attention à ça aussi. Des prestataires de confiance, évitez pour moi quand il y a plus de 4 vitamines ou minéraux. Bon, moi, je ne suis pas du tout parce qu'il y a trop d'antagonisme dedans. Alors, on demandait, le magnésium sous quelle forme? Avec le magnésium, voilà, encore une chose dont on parlait avec les oméga 3. Pour moi, l'idéal, c'est de varier les formes. Le bisglycinate, par exemple, toutes les formes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le bisglycinate, qui est une des formes que je préfère avec l'oxyde marin de magnésium, ça a une bonne biodisponibilité. En revanche, ça peut être un peu agressif sur l'estomac ou ça peut avoir des effets laxatifs. Donc en fait, il vaut mieux varier les formes et puis ne pas oublier les formes alimentaires. Le magnésium, une poignée d'amandes par jour, c'est très bon. Peut-être en les faisant tremper, Céline, tu en reparleras, toi, sur le côté alimentation. Mais le magnésium, voilà, il se trouve dans beaucoup d'aliments, la banane, etc. Et plus on varie les formes, mieux c'est. Et même au niveau des compléments alimentaires, c'est bien de ne pas prendre toujours les mêmes formes. Et qu'est-ce qu'on pense du donkai? Bah oui, l'angélique, c'est pareil. Ça fait beaucoup d'effets chez certaines femmes. Moi, la seule chose, alors le donkai, c'est l'angélique et on a choisi, en tout cas dans notre gamme, de ne pas prendre de phytohormones. Alors pourquoi? Parce que on voulait avoir quelque chose de très lisible. On parlait des perturbateurs endocriniens tout à l'heure. Les phytohormones aujourd'hui, c'est un sujet, je pense, intéressant qui fonctionne très bien chez certaines femmes. Pour les femmes caucasiennes, on estime que c'est à peu près 30% des femmes qui réagissent très bien aux phytohormones, donc pour lesquelles les phytohormones ont un effet bénéfique. Donc là, on va parler des lignanes, donc le lin, on l'a évoqué, le soja, etc. Et puis après, il y a quand même 70% des femmes chez nous qui ne seraient pas du tout sensibles aux phytohormones et où il y a quand même aujourd'hui par l'ANSES qui déconseille en cas d'antécédent, même de degré 1, de cancer hormonodépendant. Parce que les phytohormones limitant les hormones, ça peut aussi bien freiner que accélérer parfois le côté hormonal. Donc nous, on a choisi de trouver des substitutifs, des choses qui n'avaient pas de phytohormones. Donc moi, j'ai tendance à éviter, en tout cas, encore une fois, pour essayer de conseiller les plantes qui conviennent le mieux à la plupart des femmes, d'éviter les plantes contenant des phytohormones. Et l'angélique en fait partie. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé sur le soja, tu te souviens, lors du dernier live qu'on avait fait sur le compte de Millet. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu j'ai la même approche, même si des fois, je vois des personnes qui ont écrit des livres, etc., qui vont dire non, mais il n'y a pas de risque, etc. Et moi, je dis toujours, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheuse. Voilà, moi, je suis obligée de m'appuyer sur des études. Et aujourd'hui, tu trouves autant d'études qui sont pour, qui sont contre. Donc, pour moi, ce n'est pas tranché. Moi, j'applique le même principe de précaution, c'est-à-dire que j'espère et j'ai hâte qu'on nous dise que les phytohormones, tout va bien et que ça a les mêmes côtés bénéfiques chez nous que par exemple au Japon où tout se passe bien parce qu'elles en mangent tout le temps avec des fortes doses depuis des générations, donc elles ont un microbiote adapté. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le signal qui me dise oui, non seulement ça va être efficace et ça ne sera pas potentiellement nocif chez tout le monde. Donc j'ai préféré ne pas les utiliser. Non, mais
C'est un principe de bon sens. Et d'autant plus que, je le rappelle aussi souvent, mais la majeure partie du soja qu'on trouve, elle est OGM déjà. Enfin, en ce qui concerne le soja, hein, principalement. Pour les autres, voilà. Mais, et je crois que c'est plus de 80% de la production qui est OGM. Donc ça aussi, hein, même pour les végétariens, végétaliens, je sais que des fois, c'est des sources intéressantes de compléments en protéines, etc. Mais souvent, c'est ultra transformé. C'est bourré d'OGM, c'est très très compliqué par rapport à... Puis attention, moi j'ai vu des choses justement, on parlait des perturbations endocriniennes, à un moment il y a eu le mode du végétal, donc pour le lait d'amande, etc., il n'y a pas de problème identifié, mais alors j'ai vu beaucoup de gens avec des problèmes hormonaux se précipiter vers du lait de soja, des yaourts au soja, sachant que c'est extrêmement dosé et qui se retrouvent avec des problèmes encore exacerbés. Encore une fois, attention à ne pas faire le biais. Le végétal ne veut pas dire absolument dénué d'effets secondaires. Il faut faire très attention, et particulièrement le soja, il peut y avoir des dosages très très forts. Donc il faut faire attention. Je vois, pardon, la méthode de la rotation des graines pour les problématiques hormonales. Oui, le seed cycling. J'ai fait un post aussi dessus. Ouais. Et... Alors, pareil, moi, j'ai eu des retours très contradictoires en tout cas. Il y a des femmes chez qui ça a été formidable. Des personnes notamment qui avaient plus de cycle depuis plusieurs mois, etc. En l'espace d'un mois ou deux, c'était de retour. Alors, est-ce que c'était ça ou pas? Et pour d'autres où ça a été beaucoup plus long et donc on ne sait pas trop si c'est ça ou autre chose. Quoi. Mais, Et le dîme, alors j'oublie toujours le nom, c'est le dîme de brocoli, le Bon, en tout cas, je vois bien le dîme de brocoli. Le dîme de brocoli, alors moi, je regarde beaucoup les publications scientifiques, on tourne là-dessus. Je pense que c'est quand même très intéressant quand on a identifié un phénomène de dominance œstrogénique. Alors, encore une fois, ça ne marche pas sur toutes les femmes, hein, désolée d'être rabat-joie. Mais je pense que c'est une des molécules les plus intéressantes sur la vraie détoxification des oestrogènes, en tout cas, aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Moi, c'est pareil, je l'utilise beaucoup aussi et effectivement, ça marche plutôt bien sur les phénomènes de dominance œstrogénique. Ça fait partie des basiques que je recommande. Les sains, voilà, nous, on est en train de regarder ces produits-là justement pour une détox, mais vraiment ciblée sur les oestrogènes, parce que comme tu le dis si bien, détox, ça veut tout et rien dire. Donc, il y a effectivement recommencer par soulager le foie, soulager tout ça, mais effectivement, le DIM est une des molécules les plus intéressantes pour la partie oestrogène. Le DIM, alors oui, donc justement, parlons d'alimentation aussi. Très intéressant de manger régulièrement des brocolis et si possible les moins cuits possible, donc vapeur, voilà, merci le dindol, à chaque fois je le refais. Le dindol. Voilà, déliméthane et en fait attention parce que ça peut aussi être détruit à la cuisson, mais c'est important de mettre régulièrement notamment tous les choux, les crucifères régulièrement à votre assiette quand vous avez identifié un problème de dominance œstrogénique ou tout simplement que vous êtes sous contraceptifs de synthèse, parce que ça aide aussi à éliminer les oestrogènes de synthèse. Régulièrement mettre ça au menu, c'est très important, parce qu'il y en a de manière naturelle aussi. C'est ça, au moins 4-5 fois par semaine. Moi, oui, il ne faut pas hésiter, tout à fait. De toute façon, c'est bon pour tout. Exactement. Tout est bon dans le chou. Voilà, j'adore le brocoli, on y est. Je plaisante. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que il y a quand même l'équilibre hormonal en général, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quelques modifications en termes, c'est un bain dynamique en fait, c'est des messagers du corps et donc vraiment de changer un tout petit peu la routine en exercice physique et en alimentation, ça change déjà beaucoup de choses. Et après, à vous d'adapter en vous complémentant en plantes, de voir celles qui vous conviennent ou pas. Mais vraiment, c'est pas le bout du chemin. Je pense que tu as dû le voir, Céline, quand tu abordes ces problématiques. Vraiment, en l'espace de quelques semaines, on peut voir des différences très nettes. C'est ça. En fait, les hormones, c'est un sujet qui fait souvent très peur parce que ça paraît très complexe. Et c'est vrai que quand ça va mal, c'est un cercle vicieux. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on commence à attaquer sur un angle bien précis, eh bien, ça a des conséquences sur tout le reste. Et on part dans un cercle vertueux qu'on peut très, très vite inverser en quelques semaines. Tout à fait. Ça, c'est clair. On a des petits brocolis. On reçoit des petits brocolis. Alors moi, les brocolis, je ne sais pas si c'est bien, mais moi, j'ai une recette pour ma fille et je les adore au parmesan, les brocolis. Il faut que tu la mettes sur tes posts. Hein. Moi, je cherche des recettes au brocoli. J'arrête pas d'en faire manger à mes enfants. Mais... brocoli ou kale au parmesan, alors ça, c'est trop bon. Écoute, moi, je fais des pâtes brocoli parmesan avec des petites noix de cajou, tu sais, et du curry. Tu as raison aussi. Ça, ils adorent. Merci à vous tous. Je ne sais pas si tu as... Non, mais je pense qu'on va bientôt booker parce qu'effectivement, on va arriver à 1 heure et voilà, je voulais pas trop qu'on dépasse ce timing-là, mais en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup parce que avec plaisir. J'adore toujours échanger avec toi, tu sais. Moi aussi. Donc, c'est un plaisir.
Et du coup, voilà, je pense que c'est un sujet dont il fallait parler dans tous les cas. Après, je sais qu'on aura sans doute d'autres sujets bientôt aussi, Voilà, et j'en puis doute pas. n'hésitez pas surtout voilà, à rebondir et à dire de quel sujet vous voulez qu'on parle. Mais moi, tout ce qui est hormones, et Céline, tu as beaucoup de choses aussi sur les cycles féminins. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est clair. En tout cas, merci encore pour ta Merci à disponibilité, toi, Céline. Caroline, et à Un très grand bientôt. Et merci. merci à toutes d'avoir Merci suivi pour le live. l'invitation. À À bientôt, bientôt. Céline. Au Bye revoir. bye.